Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le coup de zoom de Mobility TV consacré aujourd'hui à Avis France. Donc on va parler évidemment de location de voitures, du marché, de l'évolution, des formes d'abonnement. On va parler de digitalisation, beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Pierre-Olivier Barre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur France des entités du groupe Avis. Donc on va pouvoir évoquer ensemble tout ce que cela regroupe et donc avec tous ces sujets que j'ai évoqués. Pour vous interroger à mes côtés, je suis ravi de recevoir Emmanuel Leroux. Bonjour à vous, Bonjour. Emmanuel. Merci d'être là du cabinet SIA Partners, experte automobile, évidemment. Et donc, on va vous poser quelques questions pour savoir déjà comment va le Avis France en ce début d'été, forcément, quand on est un loueur. C'est un moment important. C'est un moment plus qu'important. Donc, Avis France va très bien. Après tous les événements qu'on a connus liés à la crise du Covid, Bien sûr. nous, on a pu résister beaucoup plus que d'autres confrères et on est ressorti, je pense, plus fort de cette crise-là, avec des certitudes, avec un retour aussi sur nos bases, la qualité du service client, et aussi des améliorations, mais je pense qu'on en parlera sur la digitalisation, le temps de parcours du client. Et pour l'été, en fait, on est déjà rentré dans l'été pour nous. Ça commence début juin avec le tourisme étranger. Donc, un tourisme très différent de l'année dernière, où les gens avaient beaucoup anticipé l'année dernière leurs vacances, suite au report qu'il y avait eu en 2020-2021. Cette année, on revient plus sur une norme comme en 2019, où on a des voyages qui sont prévus très en avance, et puis une demande beaucoup plus tardive de dernière minute qui arrive. Une sorte de retour à la normale. Un peu de retour à la normale. Avant de se reprojeter sur notamment l'état du marché, vous l'avez dit, plus résistant que d'autres, avec quelles recettes pour réussir à faire le dos rond, entre guillemets, pendant ces périodes compliquées? Je pense que ça a été la réactivité, de pouvoir agir rapidement pour ajuster notre flotte, pour éviter les coûts de structure qui étaient élevés. Des équipes très dévouées, qui ont su résister, qui ont su travailler. Et puis aussi, je pense, tous les leviers que le gouvernement nous a permis d'utiliser pour réduire nos coûts, comme le chômage partiel. Ça a été compliqué à gérer, ça a été compliqué de faire revenir les gens après. Mais oui, on avait... et on a toujours une santé financière qui nous a permis de passer ce cap-là dans la difficulté, mais aujourd'hui plus fort. Et donc avec un semblant, ou en tout cas on se rapproche de plus en plus d'un retour entre guillemets à la normale. À la normale sur le type de location et comment les clients louent le véhicule. Emmanuel Leroux. Justement, le marché revient à la normale. On revient à peu près à des niveaux équivalents à 2019. Sauf que face à ça, il y a quand même des nouveaux enjeux pour les loueurs courte durée, puisqu'il y a quand même une difficulté d'approvisionnement aujourd'hui en véhicules neufs qui est liée à la crise des semi-conducteurs, alors côté constructeur automobile, mais qui vous impacte directement. Et puis, pour gérer la crise, vous avez aussi diminué votre parc automobile, enfin, le secteur, mais Avis également. J'ai en tête un ordre de grandeur autour de 40%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi en mesure de répondre à cette nouvelle, à la demande du marché qui est repartie, qui a connu un regain depuis... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sujets différents dans votre question. Oui, on revient à la normalité sur le profil de location. La demande reste moins forte qu'en 2019. Et donc, on ajuste notre flotte en fonction de la demande. Les problèmes de semi-conducteurs étaient très liés à l'année précédente, 2022. Cette année, la production est repartie à peu près, on va dire, de façon normale. Les constructeurs ont plus rencontré des problèmes de logistique que de production en tant que telle. Pour livrer. Pour livrer effectivement les véhicules avec moins de camions disponibles, moins de chauffeurs. Enfin, beaucoup de pénuries qu'on a vues, mais là de main-d'œuvre ou de véhicules. Donc aujourd'hui, nous, on a un plan de flotte qui est défini par rapport à la demande qu'on prévoit. Par rapport à ce plan de flotte, il reste quelques incertitudes, pas en termes d'achat ou d'immatriculation, parce qu'on a nos véhicules. Maintenant, c'est plutôt, est-ce qu'ils vont tous arriver en temps et en heure pour prendre le pic qui commence à peu près à mi-juillet jusqu'à mi-août. Donc là, il reste quelques questions, mais on fait tout et on a des équipes qui travaillent dans la logistique, qui sont très réactifs pour bouger aussi nos véhicules. Alors, on se confronte au même problème de transport que les constructeurs aujourd'hui.
Donc, on fait souvent appel à des transports à l'unité et plus des transports comme on pouvait avoir en porte 8 avant, classiquement. D'accord. Et Alors, allez-y. Malgré tout, l'année dernière, il y avait quand même eu un déséquilibre entre l'offre et la demande et qui s'était traduit par une explosion des prix. En moyenne, une augmentation à peu près de 40%, et en fonction des zones les plus touristiques, on pouvait même quasiment doubler le prix de la location et atteindre des montants autour de 500 € la semaine assez facilement. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc, du coup pour cet été et pour les mois à venir par rapport à cette évolution? Tout ce qui est Là aussi, prix- ça se normalise un petit peu. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une normalisation, mais c'est comme dans l'aérien, Ouais. l'hôtellerie, le train. C'est une question d'offre et de demande. Donc nous, on préconise de réserver le plus tôt en avance pour bénéficier des meilleurs prix. Et plus on attend, plus, si on n'a plus de véhicules disponibles, plus les prix vont augmenter. Donc c'est vraiment le marché qui amène ça. Et effectivement, en 2019, il y avait beaucoup moins de véhicules que les années précédentes. Donc on reste dans un marché plus contraint que les années précédentes, c'est une certitude. Donc, si l'offre est forte, effectivement, la demande doit suivre. Et si la demande est forte, les prix vont aller à la hausse. C'est une certitude. Et sur cette avant-après crise sanitaire, dans pas mal de secteurs, on parle d'évolution de comportement, on accompagne un petit peu justement ces évolutions. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme nouveaux usages, nouveaux besoins? Qu'est-ce que un loueur comme Avis peut proposer pour accompagner un petit peu ces nouvelles demandes? Alors, il y a beaucoup de points. Je pense que le Covid nous a amené à avoir une demande de moins de contact pour le client, donc plus de digitalisation. Donc, on a travaillé sur cette partie-là avec des zones sécurisées pour que le client puisse aller directement au véhicule. Pour ça, il faut faire partie et être membre de ce que nous, on appelle nos clients preferred, Ouais. Avis preferred. Donc ça, c'était la première étape. On le fait aujourd'hui. Donc vraiment, le client a un parcours où il va directement au véhicule, il prend le véhicule et la seule chose qu'il y a à faire, c'est un contrôle du permis de conduire à la sortie de cette zone qui est sécurisée. Ça, c'est une obligation, donc on ne peut pas y échapper. Et puis, aujourd'hui, on travaille sur d'autres moyens de digitalisation. On a un service qui s'appelle QuickPass, où on va essayer de faire le plus d'étapes possible par téléphone ou par Internet avant de venir reprendre son véhicule. Donc ça, c'est une partie. Et puis la dernière partie qu'on a lancée cette année, c'est Avis Preferred Drive. Donc c'est un système d'abonnement qui reprend une partie des avantages des clients preferred, sur tout ce qui va être digitalisation, accès au véhicule. Et avec, comme c'est une carte d'abonnement payante, on a 3 niveaux qui vont amener aussi des remises systématiques suivant le niveau de la carte, allant de 10 à 20%, et d'autres avantages comme un second conducteur, un siège bébé et plein d'autres choses. Et on essaye de fidéliser les clients parce que dès la première location, le prix de la carte est déjà amorti et on sait que le client qui revient va être important pour demain, principalement avec des clients urbains qui n'ont plus de véhicules ou qui n'auront plus de véhicules demain. Et donc, on essaye de trouver les solutions les plus adaptées à leurs demandes. l'abonnement, pour le coup, c'est l'idée de se dire justement, je vais gagner du temps dès que j'aurai un besoin. Peut-être qu'une fois, ce sera une fois par mois. Est-ce que le mois suivant, ce sera tous les week-ends? C'est s'adapter à ça? C'est exactement s'adapter à ces besoins-là en fidélisant via le prix, parce que du coup, on bénéficie d'un prix remisé, d'autres avantages qui sont assez nombreux suivant le type de carte. Donc oui, c'est vraiment un programme de fidélisation et qui permet à ces clients qui n'ont plus de véhicules, par exemple, ou qui ont moins de véhicules, de pouvoir avoir accès en priorité à nos véhicules de location courte durée. Justement, par rapport à cette évolution où on passe de la possession à l'usage de plus en plus, il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent aussi sur le marché, donc les loueurs courte durée historiques, comme on entend comme Avis. Il y a aussi les constructeurs automobiles qui proposent leurs offres de mobilité, que ce soit via de la location en agence, via leur réseau de concessionnaires ou même des solutions d'autopartage.
Pour les locations, on a BMW Rennes, par exemple, on a Renault aussi, ou Free to Move et Charnot qui se développent. Quels sont, du coup, vos atouts par rapport à ces acteurs qui sont aussi présents sur ce terrain? Ils viennent empiéter sur vos plates-bandes. Alors, je ne sais pas s'ils empiètent sur notre plate-bande. Je pense que pour moi, c'est une offre qui est plus complémentaire. On avait lancé en France, via une marque qui s'appelait Zipcar, qui est une marque de mobilité qu'on utilise aux États-Unis, en Angleterre, où on a 3000 véhicules dans Londres. On a réfléchi à ce système-là en France, qui était pour nous pas rentable quand on l'a lancé. Moi, je trouve que l'offre est enrichissante, parce qu'on a des acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché. Ça nous permet aussi, nous, de nous repenser, d'amener des nouvelles propositions comme notre abonnement à Avis Preferred Drive. Et en même temps, je pense que la place de la location courte durée qui existe depuis des décennies va rester. C'est des offres pour moi qui sont complémentaires, où on va être sur de la location à l'heure, où on va être sur de l'autopartage, parce qu'on parle beaucoup de ça. Là, vous n'êtes pas forcément sur ces types de location de besoins ponctuels, 1 heure, 2 heures? Non, pas aujourd'hui. Voilà. Pas aujourd'hui, parce que ça amène d'autres contraintes. Nous, on est très axés sur être en aéroport, en gare. Donc, on est un complément du voyage suite à son vol, à son train. On n'est pas forcément... Bien sûr qu'on a des agences de ville qui vont amener cette proximité pour le client. Je pense à Paris, par exemple. Mais on n'est pas dans la mobilité de partage de véhicules à l'heure dans Paris. Non, aujourd'hui, on ne le fait pas. Ouais. Vous parliez de contraintes, ça me fait penser à la thématique de l'électrification, parce que forcément, il y a plein de choses positives à en dire, mais il y a aussi des contraintes, forcément. Pour vous, comment ça se passe? Comment vous arrivez à la fois proposer une offre qui correspond à la demande et puis accompagner ce mouvement, parce qu'il faut évidemment le faire. Il faut accompagner le mouvement. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions par rapport à ça, et on est tous dans ce mouvement d'électrification. Pour nous, il y a plusieurs contraintes, mais comme beaucoup d'acteurs. La première chose, c'est de pouvoir électrifier nos stations, nos centres de stockage. Et là, parfois, on n'est pas propriétaire. Et quand on parle des gares, on est avec des gestionnaires de parking, et c'est eux qui vont électrifier. Les aéroports, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'on est sur des délais qui ne sont pas du tout alignés avec la demande et avec le souhait gouvernemental, parce qu'on parle souvent de 2026, 2027, avant d'avoir l'électrification. Donc nous, quand on est en aéroport, on est en train d'électrifier, et d'ailleurs, il y a eu aujourd'hui une annonce où on a passé un accord avec une société qui s'appelle Bump, pour électrifier 17 de nos stations en propre, ou de ce qu'on appelle les bases arrières, où on stocke les véhicules, pour pouvoir recharger le plus vite possible les véhicules, parce que c'est une contrainte. Nous, on regarde l'utilisation de notre véhicule, on essaye de maximiser cette optimisation et d'atteindre des 72-73% d'utilisation, à avoir des 6 heures à, parfois, si je suis sur une prise normale, 3 jours pour recharger un véhicule, c'est pas envisageable pour nous. Donc on a ce travail aujourd'hui vraiment d'électrification de nos infrastructures. On utilise aussi les infrastructures qui sont existantes. On a des véhicules en parc qui vont être de plus en plus nombreux. Et d'ici la fin de l'année, on va avoir une proportion de pur électrique, parce qu'on a déjà de l'hybridation. Et la loi LOM, on parle des véhicules avec moins de 50 grammes d'émissions de CO2 au kilomètre. Donc on a de plus en plus de véhicules hybrides qui répondent à cette demande-là, mais on va avoir de plus en plus de véhicules électriques. Et aujourd'hui, là où on se pose le plus de questions, c'est comment créer la demande. Les clients sont très intéressés. On arrive à changer... Ce qui peut coincer, c'est de se dire, est-ce que je vais me recharger forcément, mais les aspects de logistique... Il y a beaucoup d'aspects sur la recharge. L'autonomie du véhicule, la recharge. On voit, et moi je suis en véhicule électrique depuis des mois, on voit que depuis janvier, par exemple, sur le réseau autoroutier, il y a un effort considérable qui est fait, avec entre 5 et 10 superchargeurs qui sont installés à peu près sur tous. Et je crois que c'est jusqu'à fin juin qu'ils ont pris un engagement pour équiper les stations. Donc ça, c'était important, parce que le cauchemar des conducteurs juilletistes et haussiens l'été dernier, ça a été une horreur, où ils devaient faire des queues sans des superchargeurs.
hyperchargeurs, c'était compliqué. Donc il y a cette inquiétude-là, le temps de recharge. Et puis, si je pense à un client qui est en aéroport, qui doit ramener son véhicule pour prendre un avion, avant, il y a souvent une station-service à l'entrée d'un aéroport. C'est ce que j'allais vous demander. Là, maintenant, il faut forcément revenir avec le plein, la batterie chargée. Alors, nous, on ne demande pas de charger à 100%, on demande d'être à 70%. D'accord. Justement pour avoir cette latitude des derniers kilomètres. Oui. Donc, on ne charge pas de pénalité sur le kilowatt, par exemple, si on est dans les 30 derniers pourcents de la batterie. Ouais. Donc ça, là-dessus, on amène une certaine souplesse parce qu'il n'y a pas encore tous les équipements. Ça, c'est une certitude. Et oui, voilà, c'est ça, ça fait partie de la logistique. Aujourd'hui, malgré tout, en moyenne, on estime que les véhicules électriques sont 2 fois moins utilisés qu'un véhicule thermique en utilisation. Quels sont du coup les enjeux, quelles sont les actions que vous devez mener du coup pour essayer de convaincre les gens, parce que ça peut être l'occasion de tester la location courte durée pour son usage, mais trajet de domicile-travail en fait. Pour le type de véhicule. Quel véhicule je choisis, on a une offre qui est assez complète et donc il peut essayer 1, 2, 3 véhicules différents et se faire cette idée-là. Mais à l'approche de l'été, par exemple, un trajet Paris-Marseille, une famille de 4, un temps de parcours qui est en général entre 20 et 30% plus long quand on est à l'électrique. Comment on arrive à faire passer ce cap, du coup? Quelle est l'éducation qu'on peut faire vis-à-vis de vos clients? C'est effectivement, psychologiquement, pour le client, quelque chose de stressant. Moi, je roule en véhicule électrique. A priori, quand on y passe, on dit souvent qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Moi, j'ai fait 9000 km en 5 mois, donc je roule beaucoup. Donc j'ai l'expérience des longs trajets et autres. Oui, ça peut être un frein. Oui, il y a une inquiétude. Alors moi j'ai des chiens, ça me permet de promener les chiens sur les aires d'autoroute et tout le monde est content. Mais après nous on a une offre qui est complémentaire au train et vous fournissez pas le chien chez Avis quand même? Non, on ne fournit pas encore le chien. Comme pendant le Covid, on pouvait voir qu'on pouvait sortir son chien. Non, c'est plus nous on a une offre et là où il faut qu'on accompagne le client, c'est le client qui va pas faire ce parcours Paris-Marseille parce que il n'a pas envie de perdre 20-30%. En fait, il va faire le parcours en avion, en train. Et quand il va arriver à Marseille, à Nice, là, le véhicule électrique peut prendre son sens. Parce qu'on va avoir des modèles de transport sur 60-70 km dans la journée. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Et souvent, quand on loue, et si on a la chance de louer une maison, si on est une semaine, 15 jours en vacances, même sur une prise classique, on aura rechargé sa voiture. Donc, il faut vraiment comprendre le parcours du client, le besoin du client, pour savoir si on peut lui amener cette alternative avec le véhicule électrique. Est-ce que votre partenariat avec la SNCF vous donne aussi cet avantage par rapport à vos concurrents qui seront peut-être moins sur la poursuite du trajet avion ou train ? C'est sûr que le partenariat avec la SNCF nous amène plus de clientèle train que nos concurrents, plus de visibilité aussi, hein, parce que dès qu'on réserve son train, on a accès... Ça permet d'imaginer ce côté point A, point B que vous évoquez. Et on pousse effectivement pour dire qu'il y a des solutions comme le véhicule électrique. Mais juste pour revenir, il ne faut pas oublier, même hormis les vacances, mais on a un voyage d'affaires qui est important en termes de clientèle. Et j'allais vous poser la question effectivement sur en moyenne, ils font 70 km sur une location. Oui. Ouais. Et en fin de compte, les 70 km, aujourd'hui, toutes les voitures électriques, à part l'AMI, va permettre de faire ça. Donc, il y a un frein. Le frein est en train de tomber parce que déjà tous les gens qui ont des véhicules de fonction sont passés ou passent très fortement à l'électrification. Maintenant, il faut qu'on accompagne nos clients aussi bien du voyage d'entreprise que du voyage pour le loisir sur le véhicule électrique. Et ça passe par la formation de nos équipes en interne. Ça veut dire qu'eux, il faut qu'ils adhèrent, qu'ils connaissent les véhicules. Ouais. Et il y a tellement de technologies, de spécificités d'une marque à l'autre. C'est beaucoup de travail pour comprendre ce modèle. Effectivement, parce que c'est vrai qu'on a parfois des expériences de se dire
on m'a donné une voiture électrique, j'avais pas forcément le choix. Alors si c'est juste pour être autour du lieu de vacances, globalement, c'est pas un énorme sujet. Exactement. Mais il faut quand même savoir. Est-ce que sur l'implantation, sur le choix, se dire, bah là, on met des véhicules électriques, vous regardez forcément le déploiement des infrastructures de bornes de recharge, parce qu'il y a des villes très touristiques où c'est quand même très compliqué de se charger encore. Aujourd'hui, je pense que je parlais des autoroutes, il y a un effort considérable qui a été fait. Ouais. Dès qu'on passe au réseau secondaire, on trouve des bornes qui ne sont pas des bornes rapides souvent, Plus, oui. donc ça demande un certain temps. Donc aujourd'hui, pour être honnête et transparent, la première chose qu'on regarde, c'est nos infrastructures propres. Ouais. Si on n'a pas d'infrastructure, on ne va pas mettre de véhicules électriques, parce qu'on ne va pas pouvoir recharger, et encore une fois, on ne va pas être sur la bonne utilisation du véhicule. Donc nous, on va regarder là où on a des infrastructures. C'est ici qu'on place d'abord les véhicules. Alors, généralement, c'est les grandes villes, c'est les grands aéroports, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. Après, on regarde, et c'est ce qu'on demande aussi, aussi bien à notre force commerciale qu'à nos équipes opérationnelles, de se renseigner, de connaître les règles ZFE qu'ils vont avoir dans leur commune, parce que ça sera un avantage clairement d'avoir ces véhicules-là à ce moment-là. Eh bien, parfait. Bah, merci à vous. Ça donne un avant-goût d'été. Voilà. Exactement. On est au travail, mais on commence à penser aux vacances. Voilà. Merci à vous d'être venu sur le plateau, Pierre-Olivier Barre. Merci à vous. Merci, Emmanuel Leroux de SIA Partners. Merci à vous d'être venu et on se retrouve très bientôt, parce que ce n'est pas encore les vacances, sur Mobility TV. Merci.